Chers amis, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Maison de l'Amérique latine, de l'Institut du Tout-Monde et de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, à cette rencontre très exceptionnelle avec Angela Davis et Gina Dent, que je salue et remercie très chaleureusement de leur présence ici ce soir, dans le cadre du programme Diversité des expériences et causes communes, conçu et réalisé par Nicole Lapierre et Mantia Diawara et organisé par l'Université de New York, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Institut du Tout-Monde. À l'édition française de son autobiographie qui est là, Angela Davis évoque la figure d'un grand poète français récemment disparu, Yves Bonnefoy, en disant « Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir guidé dans ce nouvel univers ». Ce nouvel univers pour Angela Davis, c'était la poésie française, dont elle dit qu'elle représentait un projet émancipateur. Quand j'ai rapporté ces propos à Yves Bonnefoy, qui présentait d'ailleurs tous ses livres ici même à votre place depuis de très nombreuses années, il en a été très heureux. Et il m'a dit qu'à Brandeis, en 1963, je crois, qui était votre université, il s'entretenait souvent avec Marcuse de cette étudiante si intelligente nommée Angela Davis. Alors je voudrais, avant de commencer, vous offrir un livre d'Yves Bonnefoy, dont l'éditeur est là, Maurice Hollander, L'hésitation d'Hamlet. Voilà, ça vous fait un cadeau de bienvenue. Et je voudrais y associer aussi un autre grand poète, Édouard Glissant, et offrir à Gina Dent une anthologie qu'a réalisée Édouard Glissant. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Et Nicole Lapierre, tu as la parole. C'est un bonheur et un honneur de vous accueillir ici ce soir. Ce programme sur le thème « Diversité des expériences et causes communes » que nous avons initié avec Mantia Diawara est parti d'une inquiétude. Inquiétude par rapport à la fragmentation des sociétés, aux replis identitaires, à la peur de l'autre, à la montée de l'intolérance, de la xénophobie et du racisme, à la recherche des boucs émissaires sur fond d'inégalités toujours plus creusées. Face à cela, nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'universitaires, de chercheurs, mais aussi tout simplement de personnes engagées, de conceptualiser et de défendre l'idée d'une société d'égalité dans la diversité, celle d'un vivre ensemble non pas malgré les différences ou en voulant effacer les différences, mais avec elles et enrichies par elles. Alors, dans une telle perspective, il était tout naturel de vous inviter, parce que vous liez, justement, pensée critique et engagement politique, et parce que vos travaux, comme vos combats, sur la durée, avec détermination, intelligence, courage, et vous en avez payé le prix fort, ont toujours été et sont toujours ceux des solidarités partagées, ceux des causes communes. De ces causes communes, vous êtes, Angela, la haute figure et le symbole. Dans le mouvement de libération des Africains américains, vous vous êtes toujours élevé contre le nationalisme et le séparatisme. Dans les organisations politiques auxquelles vous avez appartenu, vous avez toujours dénoncé le sexisme. Aucune injustice, aucune oppression, aucune exploitation ne vous est étrangère. Et sans relâche, vous avez lié dans vos analyses et vos luttes questions raciales et questions sociales, comme vous le faites toutes les deux aujourd'hui, notamment en dénonçant le système pénitentiaire et la si prospère industrie carcérale. Alors ce programme, cette invitation, ont été lancés au printemps dernier. Depuis, avec l'élection de Donald Trump, mais aussi la montée de l'extrême droite en France et dans d'autres pays européens, nos inquiétudes n'ont fait que croître, et avec elles la nécessité, plus que jamais, de réfléchir et d'agir. Vous avez accepté de modifier vos interventions pour nous en parler, et nous vous en remercions. Avant de laisser la parole à Mantia pour vous présenter, je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce programme et de cette soirée. François Vitrani, notre hôte amical et généreux ici, dans cette maison.
La Fondation Maison des sciences de l'homme, Michel Viviorca et Jean-Pierre Dozon, partenaires enthousiastes depuis le début, avec Alison Sanders, qui nous a beaucoup aidés. La New York University, à Paris, avec le soutien de Benoît Bolduc, à Florence, avec celui d'Eline Toscano, à New York, où l'Institute for African American Affairs, dirigé par Mantia, a joué un rôle essentiel avec l'aide précieuse de Jaïra Placidé. Et enfin l'Institut du Tout-Monde, avec le concours de nos amis Sylvie Glissant et Loïc Séry. Après ces remerciements, 2 informations. Pour diverses raisons, il n'a pas été possible de prévoir une traduction simultanée. Et nous avons pensé que, par égard, pour les auditeurs non anglophones, après tout le monde ne maîtrise pas la langue dominante, il fallait néanmoins donner une version française des interventions de nos invités. Mais par égard pour les autres, il fallait éviter une fastidieuse et trop longue traduction phrase après phrase. Morgane Merteuil a accepté de relever le défi d'une traduction séquentielle et synthétique. Enfin, sachez que ce programme de conférence continue, que nous serions très heureux de vous voir nombreux et nombreuses aux prochaines séances. Le 12 décembre, pour écouter Orlando Patterson, sociologue, professeur à Harvard, sur questions raciales et intégration aux États-Unis. Le 19 janvier, j'interviendrai moi-même sur la question « Faut-il se ressembler pour s'assembler ?» Le 2 mars, Francine Saillant, anthropologue, professeur à l'Université de Laval, sur la question de la reconnaissance et de la réparation, l'exemple du mouvement noir brésilien, sur lequel elle a beaucoup travaillé. Il y aura ensuite, les dates seront fixées ultérieurement, le biologiste Gilles Boeuf, le philosophe Charles Taylor. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les sites des 3 organismes partenaires, la Fondation Maison des sciences de l'homme, NYU et l'Institut du Tout-Monde. Vous pouvez aussi, à l'entrée ensuite, laisser vos adresses mail pour être informé directement. Voilà. Mais avant de commencer, je vais être un peu américain et vous demander, d'abord demander à 4 amis de se lever pour que vous applaudissiez pour eux. Donc c'est mon directeur du département de NYU, Benoît Bolduc, Sylvie Glissant, François et Jean-Pierre Dozon. Ce sont les vrais complices. Merci. Voilà. Parce que moi, j'ai Nicole et Sylvie ici, mais je n'ai pas de place à Paris pour organiser des choses et ce sont des gens sur qui j'ai pu compter. Je vous remercie beaucoup. L'initiative de cette série de conférences, Diversité des expériences, causes communes, nous a traversé, Nicole et moi, comme une petite pensée d'Édouard Glissant. C'est un peu par Édouard Glissant que nous sommes là aussi. Je suis arrivé ici la première fois par Édouard Glissant, qui est d'ailleurs à l'origine de mon introduction à cette maison de l'Amérique latine, dont je salue ici le directeur François Vitrani. Comme dirait Édouard Glissant, vivre dans le tout-monde, qu'il aimait aussi appeler une autre région du monde, vivre dans ce nouveau monde, parce que c'est un nouveau monde aussi, requiert une autre mentalité où les différences s'accordent, s'inspirent, se nourrissent, se cherchent parce qu'elles sont vitales et nécessaires les unes aux autres. Nous sommes donc dans une autre région du monde où nous sommes appelés par Glissant pour vivre ensemble à cause de nos différences. Parce que c'est ce qui nous intéressait le plus, vivre à cause de nos différences plutôt que malgré nos différences. C'est très, très important pour nous. À cause de nos différences, toutes nos couleurs, toutes nos cultures, tous nos accents, tous nos rythmes du monde et dans une égalité totale, d'après Édouard Glissant. Donc, je vais introduire mes amis rapidement. C'est difficile d'introduire, de présenter des amis, mais bon, je vais faire mon possible. Je vais commencer par Gina Dent, mais l'ordre serait qu'Angela viendrait d'abord et Gina va suivre après. Gina Dent est philosophe et activiste pour l'abolition du système carcéral.
Elle a reçu son doctorat en littérature comparée à Columbia University, où je l'ai connue en ce moment quand elle faisait son doctorat. On est devenus amis tout de suite. Parce qu'elle avait quand même organisé l'une des plus grandes conférences aux États-Unis sur Black Popular Culture, que je vais parler un peu. Professeur Dent enseigne dans le département des études féministes, The History of Consciousness and Legal Studies à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle a servi en tant que directrice d'un groupe de recherche sur le droit transnational dont les membres viennent de tous les campus de l'Université de Californie. Gina Dent est l'une des penseurs aux États-Unis les plus connus sur les questions de l'abolition. Elle appelle ça abolition féministe de l'incarcération. Je ne sais pas très bien comment traduire en français. De Critical Race Theory. Du féminisme abolitionniste. Merci, Angela. Ben, c'est important. Alors, aussi de Critical Race Theory et leur intersection avec la culture populaire et les arts visuels. Elle est éditrice de Black Popular Culture, qui a été édité en 93 et puis ensuite 98 par New Press. Ce livre fut le texte séminal pour l'introduction de ce qu'on appelle Cultural Studies aux États-Unis, réunissant pour la première fois des auteurs tels que Angela Davis, Bell Hooks, Cornel West, Stuart Hall, Paul Gilroy, pour ne citer que ceux-là. Il faut dire que j'étais dans ce texte aussi, donc il ne faut pas oublier. Alors, Gina Dent est l'auteur de Anchored to the Real, Black Literature in the Wake of Anthropology, et de Prison as Border and Other Essays sur la prison comme frontière, où elle aborde les questions de l'abolition des prisons. Gina Dent a enseigné sur les thèmes de Critical Race Studies et le Black Feminism au Brésil, en Colombie et en Suède. En juin 2011, elle a été membre de la délégation d'indigènes et de femmes féministes de couleur en Palestine, dont elle est connue pour défendre les droits de l'autodétermination des Palestiniens. Alors, je vais venir maintenant à Angela Davis. L'autre soir, on était à Florence, je parlais avec Angela, elle me dit, mais depuis quand on se connaît? Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais ancrer mon introduction autour de ça. J'ai l'impression d'avoir connu Angela Davis, d'abord au lycée à Bamako, quand les garçons s'habillaient comme Mohamed Ali, James Brown et Jimi Hendrix, et les filles se coiffaient à la Angela Davis et Diana Ross. On alignait déjà notre habitus à l'esprit rebelle d'Angela pour ne pas accepter tout ce qu'on ne pouvait pas changer. Ça, c'est une citation qui circule en ligne en ce moment, qu'elle n'accepte pas ce qu'elle ne peut pas changer. Donc, on la suivait comme ça. Plus tard, l'autobiographie d'Angela Davis, éditée par Toni Morrison, aussi bien que les textes de Zora Neale Hurston, Toni Cade Bambara, June Jordan et Alice Walker m'ont servi de guide intime quand j'étais à l'université à Washington, D.C., qu'on appelait en ce moment Chocolate City. Et ça, c'était aussi au crépuscule des mouvements de Black Panther, de Black Power, et surtout début des études de Black Studies et de Black Feminism dans les universités américaines. Quand j'ai rencontré Angela Davis en personne dans les années 80, je l'ai trouvée pleine de force, comme la vigueur d'une lionne ou d'une apparence intimidante,
parce que déjà légendaire et iconique, comme Athinas de la Grèce, Nzinga de l'Afrique australe ou Lat Dior du Sénégal. Mais tout de suite, j'ai compris que cette vigueur d'Angela Davis, cette énergie radiante, n'était que de l'amour pur et radical pour l'humanité, pour créer ce que Édouard Glissant a appelé une autre région du monde pour l'égalité totale dans tout le monde. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on retrouve cette même Angela Davis, constante, comme ses prédécesseurs tels que Harriet Tubman, Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, Mohamed Ali. Angela Davis n'a jamais hésité de servir de rempart pour les autres, de se mettre devant le feu pour sauver les autres. Ainsi, Angela Davis, la militante que nous avons tous eu l'impression de connaître comme notre sœur, a toujours servi de modèle pour répandre sans distinction de couleur, de genre, de préférences sexuelles, ni de frontières, cet amour pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Angela Davis. Merci beaucoup, Mantia Diawara, Nicole Lapierre, and let me thank the sponsoring organizations, la Maison des Sciences de l'Homme. Où est-ce que c'est la Fondation des Sciences de l'Homme? Fondation Maison des Sciences de l'Homme. La Fondation Maison des Sciences de l'Homme, l'École des hautes études en sciences sociales, and certainly la Maison de l'Amérique latine. I'm always very happy to visit the city because I feel that my life has been very deeply informed by this place, this city, this country. Certainly, I might not be sitting before you this evening if it were not for the militant protests of young French people when I was in jail, la jeunesse communiste. If it were not for people like Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre and Louis Aragon and Michel Foucault, and of course, this is for me always the Paris of Jean Genet and James Baldwin. And also Yves Bonnefoy. Merci beaucoup pour le livre. Je me rappelle bien ses recherches sur la traduction de Shakespeare. C'était les remerciements, notamment aux organisations qui ont sponsorisé cet événement, donc la Maison des Sciences de l'Homme, le HESS, la Maison de l'Amérique latine. Angela est toujours très heureuse de venir à Paris parce que c'est une ville, une région, un pays qui a beaucoup influencé son parcours, notamment à travers des figures comme Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Aragon, Foucault, et également Genet et James Baldwin. Et Yves Bonnefoy, donc je remercie pour le livre. As you heard, this visit was organized many months ago at a time when many of us were still very much ensconced in the normality of Barack Obama's presidency. In other words, we were not taking seriously Donald Trump's candidacy. Perhaps we took the appeal to racism and xenophobia and misogyny seriously, but we took it to be a marginal appeal and did not think that there was the least possibility that he might be elected. And I don't think he thought he would be elected either. In any event, with respect to this event, under the overarching rubric of social exclusion, Gina Dant and I plan to engage in dialogue around
various issues relating to over-incarceration, the prison industrial complex, state violence in the US, but also in other parts of the world, over-incarceration and racist police violence as dramatic technologies of social exclusion. And so we plan to highlight abolition feminism as a methodology that not only provides abolitionists, that is to say, non-assimilationalist strategies of addressing these problems, but also intersectionally contextualizes them in relation to radical processes of social transformation more broadly. Alors cette conférence avait été planifiée depuis plusieurs mois, c'est-à-dire à une époque qui était encore un temps d'une certaine normalité sous la présidence Obama, une époque où Donald Trump n'était pas pris sérieusement, où tout le monde pensait, y compris lui, qu'il ne serait certainement pas élu. Alors évidemment, depuis, il a été question d'exclusion sociale et on s'est engagé avec Gina Dent sur plusieurs questions, notamment celle de l'incarcération, de la violence d'État aux États-Unis, mais aussi dans d'autres parties du monde, et des technologies de l'exclusion sociale. C'est dans ce cadre qu'on a développé un féminisme abolitionniste comme méthodologie, qui est une méthodologie qui s'occupe notamment de travailler à l'intersection des processus radicaux de transformation sociale. And then came the shocking consequences of the last presidential election. Just as we had grown comfortable with the idea of having a president, and as critical as we may have been of his policies, but a president who garnered respect in the world for his intelligence and seriousness after 8 years of George Bush, we now have a president who, it's sad to say, causes us to think much better of Bush. Who would have ever thought that this was possible? So the question is, how have we begun to recover from this unanticipated shock? I think we have begun to recover by building and rebuilding and consolidating community, by recognizing that we will have to struggle over the coming period as we have never struggled before. Serendipitously, the title of my very last book that came out recently is Freedom is a Constant Struggle. Freedom is a Constant Struggle. And the subtitle is Ferguson, Palestine, and the Foundations for a Movement. Alors la question, c'est de s'interroger à partir des conséquences de ce choc qu'ont provoqué ces dernières élections. Avant, on avait un président qui était tout de même respecté pour son intelligence et son sérieux, notamment après 8 ans de présidence Bush. Maintenant, on a un président qui nous mène à penser que même Bush était mieux, ce qui nous aurait semblé avant impossible. Donc la question qui se pose, c'est effectivement comment on peut se remettre de ce choc, et c'est évidemment en construisant, en reconstruisant, en restructurant nos communautés, en reconnaissant la nécessité de lutter comme on n'a jamais lutté avant. Et c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre, Freedom is a Constant Struggle, la liberté est une lutte permanente, dont le sous-titre Ferguson, la Palestine et j'ai oublié le troisième terme. Ferguson. La construction fondation d'un mouvement. Well, the election, I think, taught us some very important questions, some very important lessons. First of all, we
really underestimated the extent of the ideological appeal of racism and Islamophobia and anti-Semitism and heteropatriarchy and xenophobia, especially with respect to Mexican and Central American people. This lesson from our election causes me to reflect on this place, this country. Many years ago, when I made my first visit to France, this country represented, and I think you heard it in the passage from the afterward to my autobiography, this country represented for me the most advanced expression of democratic values. My own trajectory had been from the legal segregation of the southern United States to the putatively non-racist northern United States, where I discovered other forms of racism, to what I thought was the true land of liberté, égalité, fraternité. My very first visit to France took place at the height of the Algerian War. And I was very quickly warned by people from the Antilles that I might be mistaken as North African, so that I had to beware of the police and the military. This is how I was introduced to the ways in which violent and exclusionary practices of racism could be concealed by reigning theories and ideologies of freedom and equality. But I was also introduced to solidarity and internationalism, which made me think in much more complicated terms about the very nature of democracy. I came to realize that les droits de l'homme were the rights of not even all men, but only of certain men. And of course, we know after the proclamation of les droits de l'homme et du citoyen, it became necessary to submit a new declaration a few years later of les droits de la femme et de la citoyenne. But neither of these accounted for those who were not considered to be included in the categories homme and femme. I'll stop here. Alors, ces élections nous ont appris une leçon importante, notamment parce qu'on avait sous-estimé l'effet du recours idéologique au racisme, à l'islamophobie, à l'antisémitisme, à l'hétéropatriarcat, à la xénophobie. Et cette leçon m'a également poussé à réfléchir sur ce pays, puisque lors de ma première visite en France, il y a plusieurs années, la France représentait pour moi la plus avancée, l'expression la plus avancée des valeurs démocratiques. Vu mon parcours de la ségrégation légale du sud des États-Unis au nord non raciste, mais où se dissimulaient évidemment d'autres formes de racisme, et donc à la France que je concevais comme la vraie terre de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors je suis arrivée en France au moment de la guerre d'Algérie, et donc j'ai évidemment été introduite au racisme prégnant qu'il y avait à ce moment-là. Mais également, j'ai été introduite à la solidarité qui se développait, et ça m'a amené à penser les termes plus compliqués dans lesquels penser la nature de la démocratie. Si on pense que les droits de l'homme ne sont en réalité même pas les droits de tous les hommes, et que les droits de l'homme et du citoyen, il y a eu ensuite la nécessité de soumettre une déclaration également des droits de la femme et de la citoyenne, et donc de penser à ceux qui ne sont pas inclus dans la catégorie hommes et femmes. And for example, the revolutionaries in what became Haiti were not included. And Haiti really is the first non-racial
democracy in the world. History always haunts us, and Haiti still suffers from the fact that it was forced to pay 90 million gold francs in restitution for the freedom of human beings who were considered misappropriated or stolen property by France. And of course, this is worth something like $21 billion in today's currency. I wonder if France is going to return. Because, anyway. On pense évidemment à ce qui s'est passé à Haïti et avec des personnes qui sont toujours pas incluses effectivement dans ces catégories. Notamment, Haïti souffre toujours du fait qu'il doit payer 90 millions de de francs or. Soit aujourd'hui 21 milliards de dollars qui sont demandés par la France. On ne sait pas si la France les aura. The France should. La France. Oui, pardon. oui, c'est ça, oui. J'ai switché. Well, oui, les Péras, évidemment. Let me just say parenthetically that a couple of years ago, was it 2 years ago, when François Hollande went to inaugurate the monument in Guadeloupe, and he said that France had a major debt to the Antilles in that part of the world, and we thought he was going to refer to that $21 billion. So, anyway, but let's talk about the present. And in considering the election of Donald Trump, first of all, it is one moment in the vexed history of the United States. And this was not an uncontested victory. That is to say, Donald Trump was not elected by the majority of those who cast their votes. And I think it's really important to insist on this. First of all, nearly half of eligible voters did not vote. Over 46% of eligible voters did not vote in the last presidential election. And this is actually not so rare. The early data discovered that 46.6% did not vote. 25.6% voted for Hillary Clinton, and 25.5% voted for Donald Trump. So if you reflect on these statistics, you see that they don't indicate that Donald Trump received a mandate from the people of the United States. And of course, if we did not rely on the obsolete institution which is called the Electoral College, Trump would not have been elected because he did not win the popular vote. The Electoral College functioned in precisely the way it was expected to function in the past. In order to give slave states with smaller white populations the leverage they needed to acquire power at the national level. And of course, the Electoral College is one of many relics of slavery with which we still live. The very institutions of punishment which we were scheduled to speak about, the center of what we have come to call a prison industrial complex, are the inheritances of slavery.
the death penalty, the fact that the U.S. is the only industrial country in the world that routinely uses the death penalty, is an example of the degree to which we are institutionally haunted by slavery and our slave past. Il y a quelques années, Hollande s'est rendu en Guadeloupe et il a notamment dit que la France avait une dette majeure envers ce territoire. À ce moment-là, on y a cru, mais non. Pour revenir au présent, donc, et à l'élection de Trump, il faut quand même garder en tête que ce n'est pas une élection incontestable, que Trump n'a pas été élu par la majorité de la population américaine, et il faut insister là-dessus. Tout d'abord, il faut noter que près de la moitié de la population n'a pas voté, 46,6% de la population n'a pas voté, et 25,6% des voix ont été à Hillary Clinton et 25,5% à Donald Trump. Donc d'après ces statistiques, il apparaît effectivement que Donald Trump n'a pas reçu le mandat du peuple américain. Notamment, on peut s'intéresser au fait que cette élection repose sur la méthode du collège électoral, qui est un système directement hérité de l'époque de l'esclavage, qui est une des reliques majeures de l'esclavage, avec l'institution de l'incarcération, et notamment le complexe industriel carcéral. Il faut également prendre en compte que les États-Unis sont le seul pays industriel démocratique qui recourt encore à la peine de mort. And of course, the United States as a nation was founded on settler colonialism and on slavery and on the ways in which anti-indigenous and anti-black practices supported and sustained each other. History has a way of pulling us back toward the past, and I understand this here in France. La culture française, c'est la culture de l'histoire de la France. But in the U.S., this past is a past of genocide against indigenous people, a past in which the southern United States relied on racism and anti-Semitism and the burning of churches, the burning of synagogues. There's so much discussion about terrorism today, and there's a failure to recognize the extent to which state-supported terrorism is an important part of the history of the United States. And of course, it is through our struggles that we try to extricate ourselves from this backward pull of history. At this very moment in North Dakota, the Standing Rock Sioux are challenging the creation of the Dakota Access Pipeline, calling upon people all over the world to respond with actions of solidarity. Les États-Unis, c'est une nation qui a été fondée sur le colonialisme, sur l'esclavagisme, par des pratiques anti-indigènes et anti-noires qui se sont soutenues entre elles. Alors, en France, il y a cette histoire de la culture française, une culture de l'histoire de la France. Aux États-Unis, cette histoire, c'est un passé de génocide. C'est un passé où tout le Sud a été une histoire de racisme, d'antisémitisme, d'incendie d'église, et où l'État a soutenu ce terrorisme. Et ce soutien fait une grande
représente une grande partie de l'histoire des États-Unis. Alors par nos luttes, on a essayé effectivement de mettre ça en lumière, comme le font aujourd'hui les militants qui luttent à Standing Rock contre la construction d'une pipeline et qui appellent à la solidarité du monde entier. Many of us try to counter the effort to, I would say, make America white supremacist again, which is my translation of make America great again. And we try to do this by taking up unfulfilled promises, unfulfilled agendas. It's very clear that the U.S. is no longer a country that is absolutely controlled by affluent white men. And nor is France, for that matter, quiet as it's kept. Democracy itself is an unfulfilled agenda. There was a great deal of talk about feminism during the elections, about women. And of course, in the aftermath of the election, when the statistics were released, we learned that 42% of women voted for Donald Trump and 54% voted for Hillary Clinton. So that seems to mean that the majority of women voted against Trump, right? But what is the real story behind these statistics? Statistics are important, but statistics can often mask and also eclipse the knowledge that they purport to present. 53% of white women voted for Donald Trump. 53% of white women want to make America white supremacists, again, one might say. But on the other hand, 94% of black women and 68% of Latina women voted for Trump. I mean, voted against Trump. Voted against Trump. And I say very specifically against Trump because they were not necessarily voting for Clinton. So yeah, let me should I say it again? 94% of black women and 68% of Latina women voted against Donald Trump. Now, of course, it's possible to claim that the majority of women resisted the Trump candidacy. But this amounts to a failure to acknowledge the role played by racism in preventing so many white women from joining their black and Latina sisters. And maybe I should stop here so you can do a brief. Alors, beaucoup d'entre nous ont essayé de contrer les efforts qui visaient à rendre l'Amérique à nouveau suprémaciste blanche, ce qui est ma traduction du rendre l'Amérique great again, donc à nouveau grandiose, si on veut, qui était le slogan de Trump. Les États-Unis, en effet, ne sont plus un pays qui est contrôlé absolument, exclusivement par des hommes blancs aisés. Et également ici, il faut le dire doucement parce que c'est une idée qui fait peur. Si on s'intéresse donc à ces élections, il y a eu énormément de discours sur le féminisme et notamment si on s'intéresse aux statistiques qui ont été publiées après les élections, on apprend que 42% des femmes ont voté pour Trump et 54% pour Clinton.
Donc, si on regarde juste ces statistiques, il apparaît qu'une majorité de femmes a voté contre Trump. Mais ces statistiques ne nous racontent pas l'histoire qui est derrière elles et ce qu'elles cachent. Notamment le fait que 53% des femmes blanches ont voté pour Trump. Donc 53% des femmes blanches voulaient à nouveau rendre l'Amérique un pays de suprémacisme blanc, alors que 94% des femmes noires et 67% des femmes latines ont voté contre Trump. J'insiste bien sur cette idée qu'elles ont voté contre Trump, elles n'ont pas voté pour Hillary, mais bien contre Donald Trump. Donc on peut dire que la majorité des femmes a résisté à Donald Trump, mais si on dit ça, ça échoue à reconnaître le rôle que le racisme a joué, qui a empêché nombre de femmes blanches de rejoindre leurs sœurs noires et latinas. Hillary Clinton was deeply mistaken in thinking that she could call up an obsolete notion of feminism that focuses on the categorical woman with its clandestine processes of racialization and class hierarchy. She used an outmoded notion of feminism that revolves around white middle class, white bourgeois women. The very notion of shattering the glass ceiling, which she evoked many times during the campaign, revealed that she did not even attempt to incorporate the insights of what we now call intersectionality into her idea of feminism. Moreover, the popularity of Bernie Sanders was precisely because he was not afraid to propose critiques of capitalism. Well, I should say parenthetically, unfortunately, his notions of racism were pretty much reductionists, and that was the reason why his appeal did not become as broad as it could have been. But I don't know whether I ever heard Hillary Clinton use the word capitalism within a critical context during the campaign. And certainly it should have been clear that there were vast numbers of people, especially young people, who wanted to see an anti-capitalist critique in the aftermath of Occupy, occupy a very important space in the campaign. The term working class has completely fallen out of political discourse. As a matter of fact, it is now only now beginning to be reincorporated into popular political discourse because of the results of the election. And it seems that there should have been important lessons learned from the Arab Spring, the Wisconsin workers' protests, the Occupy movement. And so I think now, one of the lessons of the campaign is that we need to think very seriously about what it means to organize radical labor movements during this period. And this will involve recognizing the feminization of the global workforce. The global working class does not look like it once looked. When Marx called upon workers of the world to unite, you have nothing to lose but your chains. It was not the case that manufacturing was in the hands of women, that reproductive labor, domestic work, care work in general had moved to the center of global labor. And so this the idea of intersectionality with which the most interesting and the most radical feminisms of our era
work with, lead us to say that if we want social justice, it should be justice for all who are the targets of racism, for the justice for all workers, justice for women, and we have to recognize the extent to which the binary notion of gender has been challenged. So when we say women, we have to say trans women or cisgendered women. You know, justice for the entire LGBTQ community, justice for disabled people, justice for animals, justice for the environment. And there are those who are afraid of so much difference, but it is precisely, and I think Mantya evoked this in his opening remarks, that it is precisely this ability to apprehend difference that is so exciting during this period. Unfortunately, none of the candidates reflected a sense of the interconnectedness, the interrelationship, the intersectionalities of our struggles. Hillary Clinton a fait une erreur en pensant qu'elle pouvait convoquer une sorte de féminisme universel, un féminisme qui ne prendrait pas en compte les processus de classe et de race, et finalement en reposant donc sur une conception du féminisme, d'un féminisme très blanc, bourgeois. Elle n'a pas essayé d'incorporer le point de vue de l'intersectionnalité. Alors que, par exemple, la popularité de Bernie Sanders émanait justement du fait qu'il n'a pas été effrayé de critiquer le capitalisme. Alors, par contre, hélas, sa conception du racisme était un petit peu réductionniste, ce qui a eu comme conséquence qu'il n'a pas eu un écho aussi large qu'il aurait pu l'avoir. Mais dans les discours de Clinton, je ne suis même pas sûre qu'à un seul moment, elle ait utilisé le terme capitalisme d'un point de vue critique. Le terme de classe ouvrière a disparu du discours politique. Il a seulement été réincorporé après les résultats des élections. L'une des leçons qu'on peut tirer de cette campagne, c'est la nécessité de penser sérieusement l'organisation d'un mouvement de travailleurs, d'un mouvement ouvrier radical, et notamment en intégrant la féminisation de la force de travail mondiale. Aujourd'hui, c'est le travail reproductif, le travail du care, qui est devenu le centre du travail au niveau mondial. Et le concept d'intersectionnalité est effectivement le féminisme le plus intéressant de notre époque. Justement parce que il permet une conception de la justice sociale qui puisse prendre en compte tous ceux qui sont cibles d'oppression, tous les travailleurs, toutes les femmes. Et quand je dis toutes les femmes, c'est en prenant en compte la manière dont dont la notion binaire du genre a été remise en cause, et donc femmes, autant les femmes trans que les femmes cis. Il s'agit de l'enjeu de la justice pour les LGBTQ, pour les personnes handicapées, pour les animaux, pour l'environnement. Certains, évidemment, sont effrayés par toutes ces différences, mais comme Mantya l'a rappelé dans son discours d'introduction, c'est justement cette capacité d'appréhender les différences qui est aujourd'hui excitante. I should say parenthetically that when Gina and I prepared our remarks, we did not realize that they would be translated. So it's turning out to be about twice as long. And I just like to ask you, is that okay? Yeah. Well, I wanted to say a few words about some of the conditions leading up to the election, because certainly there is a relationship between the emergence of new struggles against state violence, the Black Lives Matter
movements, the Movement for Black Lives, which embraces an amazing number of new organizations of young people, all over the country. And there has been a struggle over the meaning of the phrase, Black Lives Matter. And new popular knowledges regarding the relationship between minorities and the majority, or specificities and the universal. And this may resonate here in France, where the notion of laïcité has been deployed, according to many critics, not to enlarge freedom of religion, but has in many ways targeted Islam and is in part responsible for the ideological equation of Islam and terrorism. And I will say that I think I will be forever haunted by the photographic image of armed policemen on the beach in Nice compelling a woman to remove her clothes, and this happened barely a month after the terrible attack in Nice, as if this woman and her desire to enjoy the beach on that day bears responsibilities for the tragic deaths on Bastille Day. Alors, je précise que quand on a préparé ces discours, on n'avait pas pris en compte qu'il y aurait une traduction, et donc ça va être plutôt long. Alors, quelques mots à nouveau sur les conditions de ces élections. Il y a toutes ces nouvelles luttes contre la violence d'État, notamment autour du mouvement Black Lives Matter. Il y a eu énormément de nouvelles organisations jeunes qui se sont formées dans tout le pays. Et il y a eu des réflexions sur ce que signifie cette expression Black Lives Matter. Notamment sur la relation entre la majorité et la minorité, sur la spécificité et l'universel, et des débats qui résonnent en France où la laïcité a été déployée non pour accroître les possibilités d'exercer sa religion librement, mais au contraire, mais pour cibler l'islam et créer une assimilation entre l'islam et le terrorisme. Je serai hantée à jamais par ces photos cet été de forces de l'ordre demandant à des femmes de se dévoiler sur les plages, où des femmes qui exprimaient juste leur désir d'aller à la plage ont été associées à ces actes terroristes. And so, if one interprets Black Lives Matter to mean only Black Lives Matter, which unfortunately is one of the interpretations, then one fails to see that the call for Black lives to matter is a different way of moving towards the universal, moving towards the general. And it's an argument that if and when Black lives do matter, that will mean, that is to say, the lives that are most degraded, that are most subject to subjugation, that then on that day, all lives will certainly matter. Si quelqu'un interprète le slogan Black Lives Matter pour dire que seulement les vies noires comptent, c'est un échec à voir que cet appel à faire compter, à rendre importantes ces vies noires, c'est aussi un mouvement vers l'universel. Parce que lorsque les vies noires compteront, alors ça signifiera que les vies les plus dégradées comptent, et donc que toutes les vies comptent. And so, as we attempt to envision what the next period will be like, we have to say that now is not the time to capitulate.
now is the time to propose more radical analyses. Now is the time to rely on what we call abolition feminism, precisely because it does represent a non-assimilationist way of addressing not only the problems posed by the prison industrial complex and the use of racism as a fuel to create the largest system of punishment in the world, but to address a range of issues that have made it possible to utilize prisons and systems of incarceration as a way of failing to address the social problems that are so prominent in our society. Well, I can continue. Should I continue? You can continue. Okay. And so I think that we need to continue to popularize our structural analyses of racism. Punishment and policing systems are still the most dramatic examples of what we call institutional racism or structural racism. So it is not a question of trying to reform the criminal justice system. It's not a question of designating who really belongs behind bars and who doesn't, who really deserves to be treated badly by a repressive police force and who doesn't, but rather abolition of imprisonment as we know it, which addresses the conditions that have led to the vast prison population, jobs and housing and education and healthcare, etc. It means abolition of policing as we know it. And it means imagining and moving towards new notions of security. Why is it that our very sense of security depends on violence? Why is our notion of security fundamentally based in violence? Why can't we develop forms of security that means being secure in our lives? And that would require something like free healthcare and free mental health care and free education and safety from gender violence and from homophobic and transphobic violence, and giving young people the opportunity to dream new futures. It would mean challenging Islamophobia, justice for Palestine, immigration recognized not only as an issue in the United States and Europe, but as a global issue, as perhaps the most important civil rights issue of our time. And so it means that we have to learn how to take radical stands in support of undocumented immigrants. In the US, we are attempting to designate increasing numbers of cities as sanctuary cities. That is to say, cities where the local police forces and legal structures do not prosecute people who are undocumented. We have to figure out how to protect undocumented immigrants with our voices and our hearts and our bodies, and demand that the rights of Muslims be respected. And we vow to stand with Muslim women, especially, who are often the very first targets of Islamophobic violence. So I want to conclude with a quote from someone that really loved France and Paris, and someone for whom I had the utmost respect, the writer James Baldwin,
who perhaps is responsible for helping to generate the international movement around the demand for my freedom when he wrote his open letter to me. And I'd just like to read just a short passage from that letter. He wrote, "The will of the people in America has always been at the mercy of an ignorance, not merely phenomenal, but sacred, and sacredly cultivated. The better to be used by a carnivorous economy, which democratically slaughters and victimizes whites and blacks alike. But most white Americans do not dare admit this, though they suspect it. And this fact contains mortal danger for the blacks and tragedy for the nation." And he concluded by saying it was an appeal around my case. And the situation refers to my predicament in 1970, but I think it can just as easily refer to undocumented people who are under attack, the Muslims whom Donald Trump has turned into scapegoats. He says, if we know, then we must fight for your life as though it were our own, which it is, and render impassable with our bodies the corridor to the gas chamber. For if they take you in the morning, they will be coming for us that night. Thank you. Alors, il faut maintenant essayer de tenter de prédire ce que sera la période à venir. Et on peut notamment prédire que ce ne sera pas le moment de capituler, mais de proposer des analyses plus radicales. Notamment avec le féminisme abolitionniste représente la possibilité d'adresser pas seulement les problèmes du complexe carcéral, du complexe industriel carcéral, mais aussi les plus grands, les problèmes plus globaux, le système plus global de punishment dans le monde. Il faut continuer à populariser des analyses du racisme structurel et notamment la manière dont les incarcérations de masse en sont l'exemple le plus fort. C'est pas une question de réformer, de se demander qui mérite ou pas vraiment la répression, mais plutôt d'abolir le système d'incarcération tel qu'on connaît. Et pour cela, poser la question des conditions qui mènent à l'incarcération, notamment le besoin de services publics, d'éducation, de logement, etc. Et aussi de se poser la question de pourquoi est-ce que notre sens de la sécurité dépend de la violence. On pourrait également penser des formes de sécurité où il s'agit de la sécurité de nos vies, notamment avec le service public, avec des luttes contre l'homophobie, la transphobie, le racisme, mais également de challenger, d'essayer de combattre les discriminations, s'intéresser également à la question de la Palestine et par exemple considérer la question de l'immigration aujourd'hui non pas comme un enjeu qui ne concernerait que les États-Unis ou l'Europe, mais au contraire comme un enjeu mondial, comme la question la plus importante concernant les droits civils aujourd'hui. Il s'agit d'apprendre aujourd'hui comment prendre une posture radicale dans le soutien aux
aux sans-papiers. Par exemple, aux États-Unis, des groupes ont tenté de désigner des villes sanctuaires, c'est-à-dire des villes où les forces de l'ordre, les autorités légales ne poursuivent pas les sans-papiers. Il s'agit de se protéger, de demander que les musulmans accèdent à leurs droits, et notamment les femmes musulmanes qui sont les premières ciblées. Pour conclure, je voudrais citer un extrait d'une lettre que Baldwin avait écrite au moment où j'étais incarcérée. Alors là, j'ai pas pris la citation parce que je voulais pas la tronquer. Peut-être je peux essayer de la traduire comme ça. C'est ça ? La volonté du peuple en Amérique a toujours été à la merci de l'ignorance, d'une ignorance... qui est non seulement phénoménale, c'est mais ça, sacrée. Et cultiver, je ne suis pas sûre, ouais. Le meilleur, c'est le mieux à faire est de s'habituer à une économie carnivore qui nous esclavagise démocratiquement et nous victimise, les blancs et les noirs autant. Mais la plupart des Américains blancs n'osent pas admettre cela, bien qu'ils le suspectent. Et ce fait contient un danger mortel pour les Noirs et une tragédie pour la nation. Là. Ah oui, donc cet extrait de lettre faisait référence à ma situation dans les années 70, mais elle est également valable pour maintenant. Et il finit « Si nous savons, alors nous devons nous battre pour notre vie, comme si c'était nôtre, ce qui est le cas, comme si c'était la nôtre, ce qui est le cas, et faire barrage avec notre corps dans les couloirs des chambres à gaz. Parce que s'ils viennent vous prendre le matin, ils viendront nous prendre la nuit. Alors, la paix.